Monsieur le garde des Sceaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants diplomatiques, Mesdames et Messieurs, honorables invités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, amis de la presse, je voudrais, avant tout propos, m'acquitter d'une heureuse obligation morale, celle de vous souhaiter, lors du comité d'organisation, la bienvenue dans la salle que nous avons déficable aménagée pour la circonstance. Vous vous exprimez également, avant que avoir la plus autorisée que la mienne de le fasse, la gratitude de l'organisation pour avoir bien voulu accepter de venir au niveau de votre présence aimable de cette conférence de presse. Mesdames et Messieurs, je voudrais par ailleurs me faire l'interprète de l'organisation en sollicitant votre indulgence de tous les agréments avant, pendant et après cette conférence de presse. La perfection du ton de ce monde. Lundi 29 avril 2013, il est exactement 10h13, ma montre. C'est ce jour, cette heure, que ce lieu que M. le garde des Sceaux a bien voulu choisir. Depuis qu'il a en charge du ministère de la Justice, par le nom des libertés publiques, pour matérialiser son engagement et tenir sa promesse vis-à-vis des médias. En effet, qui ne se souvient-il pas de la fameuse phrase « Je parlerai au moment opportun ». Et la matérialisation de cet engagement, qui se veut respectueuse du PND et du PPG, est la conférence de presse de ce jour qui s'inscrit dans le cadre de la niveau du gouvernement. Mesdames et Messieurs, ce choix de M. le garde des Sceaux répond à notre premier lieu au refus d'être un adepte de la théorie d'Alcibiades, un dirigeant de la Grèce antique. Donc, la stratégie consistait à tenir des propos et poser des actes pour détourner l'attention de l'opinion sur d'autres choses que la réalité et à déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. M. le garde des Sceaux a plutôt préféré la sagesse de Jean de La Fontaine dans le livre de la tortue. Il nous enseigne que rien ne sert de courir, il faut savoir partir. Cette conférence est une illustration parfaite à la générique du chantier du ministère de la Justice. Thème majeur, c'est tout un programme, puisqu'il permettra à M. le garde des Sceaux de dérouler sa grande vision de la justice, droit de l'homme et de la liberté publique à travers le pouvoir. Et cela, nous pouvons l'affirmer avec un certain niveau de certitude, dans les règles de l'art dans la presse nationale et internationale. Les rapports avec certains ministères sont à l'image des relations qui existent entre la veille et la fleur. Mais avant, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'indiquer que M. le garde des Sceaux est magistrat, il a exercé cette profession pendant plusieurs années, avant d'être appelé à la CEI en qualité de trésorier. Mais depuis juin 2011, il a à charge du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Avec l'avènement du gouvernement du Premier ministre Alain Lecan, M. Koulibaly également en charge maintenant le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Un ministère d'importance, direz-vous, oui, parce que de tout temps, la justice, les droits de l'homme et les libertés publiques ont toujours constitué des indicateurs privilégiés dans l'appréciation de l'équilibre social de l'État. C'est pourquoi l'intérêt de cette conférence a tout comme nous un sens particulier dans la volonté de la Côte d'Ivoire d'accéder au rang des pays émergents de l'horizon 2020. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous décliner le programme de cette cérémonie qui prendra fin à midi, dont le contenu s'exécutera de la façon suivante. D'abord, la phase introductive. La conférence proprement dite sera matérialisée par l'exposé liminaire de M. le garde des Sceaux. Ensuite suivra immédiatement la seconde phase, la plus active, celle des échanges. Et enfin, la dernière, dite rafraîchissante, sera consacrée à un cocktail de faire juste derrière vous. À toute la presse et vos honorables invités. Ceci mettra fin à la cérémonie de ce jour. Toutefois, comme l'enseigne la sagesse africaine, quelle que soit la longueur des chemins à parcourir, il faudra bien commencer par poser le premier pas. Et c'est ce que nous avons tout à faire.
avec M. le garde des Sceaux, à qui je voudrais bien demander, bien vouloir prendre la parole pour nous donner le pardon de son exposé liminaire. M. le garde des Sceaux, je vous invite. Oui, merci, M. le maire. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des différentes chancelleries, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, madame la directrice du CICG, mesdames et messieurs les membres du cabinet, mesdames et messieurs les directeurs généraux et centraux, messieurs les chefs de cour et de juridiction, honorables invités, tous en motif, grade et qualité, mesdames et messieurs de la presse, chers partenaires. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans le cadre de cette rencontre d'échange d'informations. J'ai certes eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous à maintes reprises, mais c'est la première fois que je reçois un échantillon aussi important. Les organes de presse, depuis mon arrivée à la tête du département de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Je voudrais donc vous adresser des sincères remerciements pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Honorables invités, mesdames et messieurs de la presse, dès ma nomination à la tête de ce département, j'ai décidé d'accorder une place de choix à la communication. D'abord, en dirigeant le service de la communication, en direction de la communication, ensuite en inscrivant dans mon programme d'activité le principe de rencontrer régulièrement la presse. Je me réjouis donc de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui de partager avec vous le bilan des 100 jours à la tête de ce département et les actions prioritaires que nous envisageons dans le secteur de la justice et des droits de l'homme. Comme vous le savez, notre pays a été particulièrement éprouvé ces 10 dernières années par une grave crise sociopolitique. Cette crise a profondément affecté les secteurs de la justice et des droits de l'homme, dont les dysfonctionnements, sans être obsessifs, sont, entre autres, le pillage et la destruction des juridictions et établissements pénitentiaires, le manque de moyens logistiques et une absence de base documentaire dans les juridictions, l'insuffisance du personnel, la surpopulation carcérale et les difficultés d'accès des populations à la justice du fait de la cherté des prestations de service. Honorables invités, mesdames et messieurs de la presse, dès ma prise de fonction, j'ai défini de façon claire et précise ma vision sectorielle, à savoir une justice moderne, efficace et plus humaine à l'horizon 2015. Cette vision, bien entendu, est adossée pour 2013 sur les axes prioritaires du gouvernement, à savoir la paix et la sécurité intérieure, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la reconstruction post-crise et la relance économique. La mise en cohérence des missions qui me sont assignées et la déclinaison de la vision ci-dessus mentionnée m'ont amené à indiquer 6 axes prioritaires majeurs du travail, à savoir la réforme des textes, la formation des acteurs de la justice, le renforcement et l'amélioration des capacités opérationnelles du ministère, l'amélioration des conditions de détention, le renforcement des capacités opérationnelles des structures de réinsertion et d'alternatives à la détention, la promotion et la protection des droits humains. Au titre des bilans que retenus, il est bien de noter
qu'après la passation des charges, nous avons été confrontés à la question des locaux pour la chancellerie, dans la mesure où nous étions hébergés par le ministère des Affaires étrangères au bloc ministériel. Nous sommes donc provisoirement délocalisés à la cité administrative en attendant la mise à disposition des sièges définitifs pour la chancellerie. À côté des visites au cours d'appel de certaines structures sous tutelle, nous avons entrepris de donner de nouveaux visages à nos juridictions en procédant au remplacement de certains chefs de cour et de juridiction. Les changements ont été suivis d'un mouvement visant environ 52 magistrats, ceci pour combler les trous liés à la mise en place du tribunal de commerce d'Abidjan, et aussi pour réduire certains bruits de prévarication liés à cette justice. En l'occasion, nous avons pu faire nommer et affecter deux promotions de nouveaux magistrats qui attendaient leur première affectation depuis bientôt 4 ans pour certains. Nous avons également nommé et affecté 8 juges de l'application des peines dans les tribunaux de première instance, ce qui constitue une innovation de notre système judiciaire, car, bien que prévu dans les textes, cette fonction très importante, à notre avis, n'a pas été exercée depuis plusieurs décennies. L'équipement de tous les parquets de première instance et de certains greffes en matériel informatique, en vue de leur faciliter le travail et la connexion des palais de justice du plateau que nous pouvons aller permettre. Mais au-delà de ces actions visibles, le plus important à notre sens est l'instauration des nouveaux esprits dans la famille judiciaire qui se traduit par plus de célérité dans le traitement des dossiers en justice et par la réduction des faits de corruption. Dans ce sens, nous avons privé le palais de justice de toutes les présences injustifiées pour mettre fin à l'action des intermédiaires heureux, dits marginaux. Au niveau de l'avancée des dossiers dans les cabinets d'instruction, il y a un meilleur suivi avec les réunions d'évaluation que nous tenons chaque mois pour lever les obstacles au bon déroulement des procédures, sans bien sûr nous initier la réforme des dossiers. Même les procureurs de la République sont plus regardants sur les enquêtes préliminaires et sur les règlements des procédures, puisqu'ils sont tenus de rendre compte au quotidien à la chancellerie. Au total, nous pensons qu'il y a aujourd'hui une meilleure communication, d'une part, entre la chancellerie et les juridictions, et d'autre part, entre les justiciables et les autorités judiciaires pour une meilleure administration de la justice. Au niveau de notre vision, s'agissant des réformes des textes, nous pensons qu'une justice de qualité se doit d'être adaptée à la société qu'elle régit en accompagnant les évolutions. En Côte d'Ivoire, il y a un véritable déphasage entre les textes et la réalité. L'un des exemples les plus marquants est la sanction de la peine de mort qui, bien qu'abolie par la loi suprême de notre pays, demeure dans certaines dispositions du corpus législatif, notamment dans le code pénal. Les réformes sont donc nécessaires en matière pénale. Il s'agira de revoir le code pénal et le code de procédure pénale. En matière civile, voir les textes sur la famille, le régime matrimonial, la minorité. Et, s'agissant des statuts des acteurs de la justice, voir le statut de la magistrature, les lois sur les professions d'avocats, etc. C'est pourquoi il apparaît urgent de mettre en place des comités d'experts qui seront chargés de travailler à la réforme de ces différentes causes. Enfin, pour une justice efficace et diligente, il est nécessaire de moderniser la gestion des actes de justice. Si nous envisageons que les certificats de nationalité et les casiers judiciaires soient obtenus dans les meilleurs délais et qu'ils soient délivrés, c'est là quelle que soit la juridiction de leur établissement, d'où la nécessité de la révision de la loi dans ce sens. Nous allons également procéder au renforcement et à l'amélioration des capacités opérationnelles des acteurs de la justice. L'objectif visé ici est de favoriser un approfondissement
et un renouvellement permanent des connaissances des acteurs de la justice. Cela se traduira par des actions pointues en matière de formation initiale et continue qui, nous le souhaitons, soient ouvertes au monde avec des partenariats avec des chancelleries étrangères dans le sens des séjours dans les juridictions spécialisées, dans le sens de la création des bibliothèques physiques et numériques au sein de chaque juridiction. Souhaitons également la prise de conscience par les magistrats de la portée des décisions qu'ils rendent, d'où l'intérêt de stages d'immersion dans les grandes administrations de ce pays, ainsi que des séjours en milieu carcéral. L'amélioration des conditions de travail des acteurs de la justice à travers la réhabilitation des juridictions, l'acquisition et l'équipement de la chancellerie. Nous envisageons l'acquisition de l'immeuble Symphonie pour permettre de décongestionner les juridictions et rassembler tous les acteurs du ministère de la Justice en un seul. L'objectif à terme étant de réaménager l'actuel palais de justice du plateau uniquement en salle. Nous envisageons également redynamiser le service de l'inspection générale, ceci pour répondre à l'instauration d'une culture de la morale et de la probité vers donc le justice. Les réhabilitations ci-dessus indiquées, naturellement, devront s'accompagner d'actions de construction qui faciliteront notamment l'accès des justiciables à la justice. Ainsi, de nouvelles cours d'appel verront le jour, naturellement à Boaké et à Bogogo. Les tribunaux de commerce seront également érigés à l'intérieur du pays et, plus important, les services d'archives modernes seront installés auprès de chaque juridiction. L'action que nous envisageons, la vision que nous prenons serait sans efficacité si l'univers carcéral, les lieux de conditions de détention ne subissaient pas également des améliorations. Ainsi que nous envisageons moderniser les prisons qui existent et en construire de nouvelles qui répondront plus aux normes et aux standards internationaux. En effet, la combinaison des deux portefeuilles de la justice et des droits de l'homme nous invite, nous impose de veiller au respect des droits fondamentaux et à la dignité des personnes victimes. En plus, de nombreuses évasions ont lieu chaque année dans nos prisons, démontrant la vétusté de ces établissements. Ainsi, afin de respecter la norme internationale, comme nous le disions, il est envisagé la construction de lieux de détention modernes dans les années prochaines, en mettant l'accent sur la spécialisation des prisons. Ainsi verront le jour des prisons de longue peine, des prisons pour femmes, des prisons pour mineurs. En outre, les nouvelles prisons permettront, entre autres, de protéger les détenus les plus vulnérables de l'influence des prisonniers jugés dangereux. L'actions prioritaires envisagées pour l'univers carcéral concerneront la santé, l'alimentation et l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. C'est ainsi prévu que dans chaque prison, la présence de médecins soit assurée à temps partiel selon un calendrier préétabli. Un infirmier devra cependant être disponible à temps plein. Pour cette action, il est envisagé, avec le soutien du gouvernement, la formation à la profession d'infirmier de ceux des agents pénitentiaires récemment recrutés sur le niveau écrit. En outre, tous les lieux de détention seront pourvus en médicaments de première nécessité et en matériel de premier secours. Le renforcement des capacités opérationnelles des structures de réinsertion et d'alternative à la détention viendrait, un temps soit peu, combler cet édifice. Il conviendrait d'élaborer une politique de réinsertion et d'alternative à la détention basée sur un assouplissement du système carcéral. Ainsi, dans le cadre de la réforme pénale susmentionnée, il pourrait être créé une peine de substitution à l'enfermement pour sanctionner certains délits. L'instauration des travaux d'utilité publique d'intérêt général réalisés au sein d'une prison
ou d'une administration publique évitera une désocialisation irréversible des personnes communes. Point de vue de la réinsertion sociale, la construction de prisons régionales conformes aux standards internationaux et dont chacune développera une formation professionnelle dans des domaines d'activité spécifiques, plomberie, couture, mécanique, etc. Ces prisons permettront aux détenus de s'exercer à un métier et à l'administration judiciaire de se doter de matériel ou de main-d'œuvre issus des prisons. Dans le même sens, le développement des champs pénaux, à l'image de la ferme agro-pastorale de Salia et de Dimoko, favorisera la pratique d'activités agricoles et améliorera l'alimentation dans les prisons. Enfin, la réactivation de la fonction de juge de l'application des peines dans les tribunaux répond à ce souci de rendre nos maisons d'arrêt moins surpeuplées par la gestion en temps réel de la population carcérale. Les mesures de grâce et de libération conditionnelle seront plus faciles à appliquer. Au total, notre ambition est de traduire dans les faits la vision de la justice moderne du président de la République tel qu'envisagé dans son programme de campagne à l'élection présidentielle. Nous devons et nous pouvons offrir à l'horizon 2015 un embryon de justice moderne, efficace, réconcilié avec la population et des cadres de détention à visage humain, soucieux du respect des droits de l'homme et permettant une réinsertion aisée dans ces régions. Relativement à la promotion et à la protection des droits humains, il faut noter que la Côte d'Ivoire ambitionne de se hisser au rang des nations respectueuses des droits humains en multipliant dans ce sens les actions tant sur le plan politique, diplomatique et économique. Tel est acte suivant en son exécution. La mise en place d'une nouvelle commission des droits de l'homme conforme aux principes de Paris, la formation continue en droit humain et à la citoyenneté des militaires et paramilitaires, la rédaction de l'avant-projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons invité, mesdames et messieurs de la presse, les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien ne se sont pas limités uniquement au plan interne. Nous avons également, à travers les actions de ratification, tenu nos engagements internationaux, ainsi la ratification du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale a été faite, et la Côte d'Ivoire, en fin d'année 2012, a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, vient d'achever sa 106e session, à laquelle d'ailleurs le pays a pris part à Genève. Nous avons également abrité la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tout récemment à Yamoussoukro, dont les propos d'après sont tout aussi prodigieux que prometteurs. On aura des invités, mesdames et messieurs de la presse, et quelques exemples exposés pour rassurer les uns et les autres sur notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire un état de droit et de lutter véritablement et efficacement contre l'impunité. Donc, des actions ci-dessus envisagées que nous parviendrons à la paix et à la sécurité en pays. Une justice de célébrité, d'équité et à visage humain contribuerait à n'en point douter à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale, gage de la relance économique. Nous comprenons, certes, le désir des uns et des autres de voir la justice ivoirienne ouvrir, voire accélérer les poursuites judiciaires contre ceux qui sont qualifiés de pro-Ouattara. Cependant, il ne faut guère omettre de prendre en compte l'analyse logique qui commande que le respect scrupuleux de la loi ne saurait s'accommoder de précipitation susceptible d'être dommageable aux droits humains. Surtout lorsque les preuves en la matière ne sont pas encore
suffisamment documenté. Toutefois, par ma voix, le gouvernement ivoirien voudrait réaffirmer encore une fois la détermination à lutter contre l'impunité, quelles que soient les personnes visées ou concernées. J'invite donc ceux qui en doutent à attendre la fin des procédures avant de juger la justice ivoirienne. J'ai foi en ce que notre justice est capable et fera un bon qualitatif d'ici quelques années. Faisons confiance à nos magistrats dont la grande majorité est sans reproche dans l'accomplissement de sa mission. Voici en substance ce que nous avons voulu partager à propos liminaire avec vous dans le cadre de la mission que le président de la République et le Premier ministre nous ont assignée, étant convaincus que c'est par la contribution des uns et des autres, les avis, les observations et les critiques que le secteur de la justice et des droits de l'homme œuvrera à la construction de l'état de droit pour faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2020. Il est clair que ce cadre d'échange se voudrait sans tabou. Je voudrais donc vous rassurer que toutes les questions, les bonnes comme les mauvaises, trouveront à la volonté des réponses dans la mesure de nos possibles. Je vous remercie. Merci, monsieur le garde des Sceaux. J'ai vu le sourire sur les lèvres de quelques amis journalistes et je comprends bien ce qu'il indiqua de tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, voici ainsi par le décor à ce brillant exposé. La parole est à vous. Mais néanmoins, je voudrais proposer un mot opératoire, celui qui consistera à procéder par série de 5 questions. Si vous êtes d'accord, tout le monde parle. Le micro. Voici ce que je vous demande. Vous vous présentez votre organe de presse et vous posez vos questions. Merci, je suis Christophe Rochi de l'agence France-Presse, l'AFP. Monsieur le ministre, je dis bien, vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. La question plus simple, est-ce que les libertés publiques sont garanties en Côte d'Ivoire 2 ans après la Constitution? Allez-vous, est-ce que l'opposition peut manifester en Côte d'Ivoire? Je voudrais vous demander votre impression quand dans un pays d'Afrique centrale, le Cameroun, les gens manifestent pour demander la libération d'un prisonnier sévère, alors que dans le pays concerné, les opposants ne peuvent pas manifester. Donc, c'est pas une mauvaise image qui présente la Côte d'Ivoire par la liberté. Merci. Merci bien, M. Christophe. La deuxième question. Mon petit, le nouveau courrier. Monsieur le ministre, vous avez vraiment évoqué la question. Je veux bien savoir où sommes-nous 2 ans après avec la procédure judiciaire relative à la crise post-électorale. Vous parlez tantôt de preuves qui n'étaient pas suffisamment établies concernant les pauvres. La question que nous sommes amenés à nous poser, c'est on constate que la justice agit avec célérité quand il s'agit de pauvres. Et dans le même temps, on évoque des preuves qui ne sont pas suffisamment établies quand il s'agit de poursuivre les pauvres arabes. Pourquoi cette dualité au niveau des procédures? Monsieur le ministre, on aimerait aussi savoir quelle est la réponse du gouvernement par rapport à la mise en œuvre linéaire des statuts de Rome. On sait qu'il y a quelques mois, la CPI avait lancé un mandat d'arrêt contre Mme Simone Bako. Vous aviez en son temps dit que vous aurez l'occasion de répondre, notamment le gouvernement aura l'occasion de répondre. Aujourd'hui, que répondez-vous à la CPI? Et il y a quelques semaines, il y a eu entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur une opération qui a abouti à
l'extradition d'un certain nombre d'Ivoiriens, Charles Blé, Thibaut Pieux et le commandant Abbaye. Où en sommes-nous avec ces cas? Charles Blé, selon le ministre de l'Intérieur, est en résidence protégée. Quid pour les cas de Abbaye et de Jean Thibaut Pieux? Si le ministre est connu. Merci. Merci bien, M. Petit. Troisième question. Je suis Bouya, journaliste à l'Inter. J'ai deux préoccupations. La première relative au dernier rapport de l'ONU, citant notamment des commandants d'unités de l'armée dans des histoires de trafic. Alors, est-ce que vous avez eu connaissance de ce rapport et quels commentaires faites-vous? La deuxième question est relative au cas de certains prisonniers détenus à Kadiola et à Kouma. Je veux parler d'Abdourahmane Sangaré, chef d'Abo, je voulais vous recruter. Selon les informations que nous avons, les prisonniers ne sont plus là pour cause de maladie. Quelle est la suite que vous entendez donner à cette situation? Les prisonniers sont constamment malades. Merci. Merci bien. Quatrième question. Oui, je suis Kaiko Enza de Associated Press. Donc, Monsieur le ministre, je voulais savoir si le gouvernement ivoirien a déjà pris une décision concernant l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, relativement au mandat d'arrêt international lancé contre elle par la CPI. Puis, sinon, pourquoi? Toujours sur le même sujet, Monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement va contester la recevabilité de l'appel Simone Gbagbo devant la CPI? Si elle ne va pas rendre à la CPI, pensez-vous qu'elle peut avoir un procès équitable ici en Côte d'Ivoire? Merci. Merci. Oui, allez-y. La dernière question. Il me reste une question afférente à la nationalité ivoirienne. Monsieur le ministre, auquel de vos chantiers, de vos 6 chantiers sur la tâche, la naturalisation, que d'aucuns qualifient de passive, la patrie, vous avez opéré récemment, et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est une manière de constituer, je les cite, un détail électoral? Présentez-vous votre organe de question. Propre de l'homme policier. Pardon? Propre de l'homme policier. Merci. Je le garde des eaux. C'est ainsi l'idée la première série des questions. Je vais commencer par notre ami de l'ONU-CFM parce que c'est la question la plus aisée. Dans ce cas, on va réfléchir aux réponses à donner pour les autres questions. Je crois que M. Pelon doit savoir que la naturalisation est un acte qui